Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes en été, déjà en juillet 2017, et je tarde à vous faire mes conseils de lecture pour la saison. En cette saison, les vacances arrivent, donc je vais vous parler de livres qui sont assez légers. Et pour commencer, un livre qui est exceptionnel, qui est la traduction d'un livre anglais, d'un livre américain de Ben Folk, Une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne. Alors vraiment un livre que je vous conseille aux éditions Imagine un colibri. Alors 30 euros, ça les vaut et c'est un livre vraiment vraiment super. En gros, vous voulez votre base autonome durable, vous voulez vivre à la campagne et développer votre autonomie, notamment alimentaire, avec et vous savez pas trop par où commencer. Vous avez les livres de Seymour, vous avez les livres, il y a une quantité de livres, mais j'ai trouvé que celui-ci de Ben Folk est extrêmement bien résumé. Et je dirais que c'est pas seulement un livre pour qui démarre, mais également des livres pour ceux qui ont déjà commencé le travail. Personnellement, en lisant ce livre, je me suis dit, et cette année j'ai pas eu beaucoup de temps pour malheureusement pour jardiner et pour m'occuper de mon terrain, que je vais en profiter d'avoir un peu toutes les choses en friche pour réfléchir en suivant les guides, les lignes et la directrice de ce livre, euh, à mieux préparer 2018 pour voilà un peu plus de permaculture, mais aussi finalement une manière de faire une architecture de mon jardin pour plus d'autonomie, pour une conception plus adaptée à mon terrain et à mon climat. Parce qu'en lisant ce livre, je me suis rendu compte que il y a vraiment, il y a toutes sortes d'informations, je ne sais même pas par où commencer, sur justement l'architecture, l'évaluation, comment planifier un terrain pour avoir, alors il faudrait que je vous montre, il y a comment faire des schémas, comment déterminer les besoins en fruits, en légumes, et également comment gérer les animaux, et comment rendre tout cela en harmonie, parce que finalement, nous allons utiliser les animaux comme source d'engrais, mais aussi comme désherbants et anti-nuisibles naturels. Nous allons utiliser des combinaisons de légumes, de fruits, en fonction de l'ombre, du vent, mais aussi en fonction de ce que ces plantes puise du terrain et donc de manière à ne pas déséquilibrer la richesse du terrain et ne pas rendre stérile avec les années et rendre moins bonne finalement la terre, au contraire de savoir assembler insectes, animaux et plantes pour enrichir la terre et donc enrichir votre qualité de production et donc vraiment quelque chose qui s'intéresse. Alors j'ai dit que c'est un Américain, je devrais préciser que Ben Folk était un Canadien et non pas un États-Unien. Voilà, donc vraiment un livre que je vous conseille. Apprenez quels sont les outils nécessaires, comment faire du compost. Vraiment, c'est un livre très complet, très très complet. Je pense qu'avec ce livre, vous en avez pour des années de mise en place. Donc je vous le conseille. Voilà, Une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne de Ben Folk aux éditions Imagine un colibri, 30 euros, ça le vaut largement. Voilà, ça c'était pour les livres très utiles. Alors, passons à d'autres livres. Alors, vous avez vu une vidéo que j'ai faite récemment. C'est un peu une exclue. Je pense être le premier francophone à avoir interviewé l'auteur de Lucifer's Banker, le livre de Bradley Birkenfeld. Vous avez vu mon interview. Si vous êtes anglophone et si vous êtes intéressé à la finance et aux choses du monde, je vous conseille ce livre. Euh, pour faire court, Birkenfeld, c'est celui qui a vraiment emmerdé l'UBS, qui est la plus grande banque en Suisse. Il était employé d'UBS, c'était un chasseur de clients, c'est-à-dire quelqu'un qui allait chercher des clients aux États-Unis pour leur faire ouvrir un compte en Suisse, et sous-entendu, ce compte n'était pas déclaré. Mais l'Union de banque suisse étant une banque suisse, eh bien, permet d'avoir des comptes numérotés, d'avoir des comptes qui envoient chier les gouvernements des autres pays et leur curiosité maladive pour taxer les gens. Le problème, c'est que UBS est aussi une banque américaine.
elle est implantée aux États-Unis. Et donc, en tant que banque américaine, elle ne peut pas faire ce qu'elle pouvait faire uniquement en Suisse, puisque elle doit se soumettre aux droits américains. Vous savez, on n'est pas comme dans les romans débiles de Dan Brown où la filiale d'une banque suisse en France a un secret bancaire. Ça n'existe pas en France. Il n'y a que des auteurs stupides et ignorants qui parlent de n'importe quoi. Donc, une banque suisse doit, si elle est présente sur un territoire d'un autre pays, doit se plier aux lois de ce pays. Et donc, elle a finalement permis, pour des milliards de dollars, à des riches américains et d'autres, de frauder le fisc américain, et elle l'a fait en pleine connaissance de cause. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cet employé, donc Birkenfeld, Bradley, qui est quelqu'un d'assez sympathique d'ailleurs, je l'ai rencontré, a au bout d'un moment, s'est rendu compte que la banque avait tout prévu légalement pour se couvrir en cas elle se faisait gauler, et de donner toute la faute à l'employé, en disant ah mais c'est lui qui, de sa propre initiative, a conseillé aux clients de frauder le fisc. Et donc, en gros, il a approché, c'est très très bien écrit, il a approché le fisc américain et le département de la justice, et il s'est très bien rendu pour dénoncer la banque à laquelle il a démissionné, mais pour se rendre compte que les banques suisses, mais aussi d'autres banques, en fait, arrosent les politiciens américains par des subventions à leurs fondations, à des conneries. Mais en fait, c'est de la corruption pure et simple. Et également auprès des avocats, des prestigieuses firmes d'avocats qui prennent ça, qui achètent les services réguliers de ces firmes, de manière à ce que personne puisse l'attaquer en justice, mais aussi, pour conflit d'intérêts, mais aussi parce qu'aucun politicien américain qui touche cet argent qui va lui servir pour ses campagnes électorales successives, aucun politicien ne va s'en prendre à ces grandes multinationales. Donc en fait, par le biais de cette banque, il dévoile comment aussi les multinationales achètent en fait les politiques et que les États-Unis ne sont plus qu'une république bananière. Néanmoins, pour la petite histoire, il le raconte de manière assez cocasse et intéressante et très pointue. Il a beaucoup de documents officiels. J'ai sa dédicace, je l'ai interviewé à Malte, vous l'avez vu. Eh bien, il a fini par faire 2 ans de prison, mais il a aussi également fini par toucher une commission. Ça, c'est la beauté du système américain, qui est prêt à commissionner quelqu'un qui a commis un acte finalement répréhensible pour qu'il dénonce d'autres personnes encore plus importantes, et donc de bénéficier en fait d'une com. Il a touché 100 millions de dollars sur les 600 millions que les fiscs américains a récupérés grâce à sa dénonciation. C'est une bonne guerre. C'est comme ça qu'on fait du business. On s'en fout de la morale, on fait les choses. Moi, je trouve que c'est immoral de payer des impôts. De quel droit l'État vient nous voler notre argent avec lequel on travaille? Pourquoi pas des taxes? J'utilise une route, je veux bien payer pour la route et pour sa fabrication et son entretien. Je veux bien être défendu par une armée, si possible de milice, donc je veux bien payer pour une taxe pour l'équipement, etc. Je suis même pas sûr que j'ai envie de payer pour une école publique. Les gens, ils ont qu'à se démerder pour faire éduquer leurs enfants selon par des écoles collectives, privées ou peu importe. Et pareil pour les assurances. Moi, je suis un vrai libertarien de ce côté-là. Je veux pas un État qui vienne nous faire chier et qui devient pléthorique et gras et qui a besoin de taxes et d'impôts pour vivre. Faisons par projet et avec les financements liés à ces projets, etc. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'État vient nous voler notre argent pour financer l'invasion de nos pays par des affreux personnages, des armées d'invasion qui viennent de cultures largement inférieures aux nôtres et en plus qui sont criminels. Donc non, moi je pense que c'est immoral d'avoir un État et de le payer. Bref, mais au-delà de ça, c'est intéressant de voir le mécanisme. Donc c'est un livre que je vous conseille, alors vous le trouvez aux États-Unis, j'espère qu'il sera bientôt traduit en français. C'est un livre qui est vraiment excellent, qui est un gros succès. Et voilà, donc c'est un livre indispensable, mais sur la plage, je pense que c'est un livre très intéressant. Un autre livre intéressant qui peut-être donne une vision un peu différente, une vision affreusement gauchiste, mais je dois dire que tout le monde connaît peut-être, je crois que vous connaissez Michel Colomb, qui s'associe avec un Grégoire Lalieu que je ne connais pas, mais enfin, Le Monde selon Trump. Et j'ai trouvé ce livre, alors c'est évidemment... on connaît Michel Colomb, je le suis, j'écoute et je lis ses livres depuis de nombreuses années, depuis en tout cas une décennie. Et
Et en fait, j'ai trouvé que ce livre était une assez bonne analyse d'un point de vue critique et plutôt intéressant de Trump. Alors, comme vous savez, j'ai soutenu moralement, parce que je ne suis pas citoyen américain, et j'avais prévu l'élection de Trump, vous le savez, il y a une année déjà, j'avais largement annoncé qu'il allait gagner la présidentielle aux États-Unis de 2016. Mais enfin, c'est un livre qui est en fait une série d'entretiens avec des gens très intéressants, avec des nuances, il y en a un ou deux sur lesquels je suis complètement en désaccord, mais l'immense majorité, je suis vraiment étonné de leur analyse pertinente et qui correspond à la mienne. Et elle est pertinente pas parce qu'elle correspond à la mienne, elle est pertinente parce que, tout comme la mienne, elle est juste, et elle est basée sur des faits et sur de la logique et sur un raisonnement qui tient la route. Voilà, ça c'était pour le moment de modestie. Mais enfin, ce livre donne, alors voilà, vous le trouvez sur investigation.net. Il y a plein d'autres livres de Michel Collomb très intéressants. Et vous le trouvez pour 15 euros, ça les vaut. C'est un livre vraiment intéressant si vous voulez comprendre comment voilà, Trump et le monde. Et je suis étonné, et à juste titre, enfin à juste titre, Michel Collomb et ses intervenants donnent une analyse plutôt positive de Trump. Euh, et oui, parce que c'est quand même quelqu'un qui est contre l'establishment américain et qui, quelque part, fait une politique bien plus euh, favorable aux populations, pas seulement américaines, que l'aurait été celle de Clinton ou l'ont été celle, évidemment, horrible de Obama et de Bush. Donc, un livre très intéressant, dont vous ne verrez jamais la critique sur TF1 et sur les grandes chaînes de télévision, qui boycottent des intellectuels d'importance comme Michel Collomb. Donc, je vous le conseille de le lire. Alors, passons à un tout autre sujet. Ouais. Un livre d'un auteur qui est, je trouve, très très pertinent aujourd'hui, car beaucoup de jeunes, notamment parmi mes lecteurs, souvent me disent, mais voilà, j'aimerais bien faire du surréalisme, voilà, c'est un mode de vie qui m'intéresse, je vais devenir autonome, je veux être de plus en plus, mais je suis tout seul, comment est-ce que je fais pour trouver une femme? Alors, je suis vraiment pas la bonne personne pour ça. Moi, j'ai toujours été nul en drague, j'ai toujours mis en place, pourtant, j'ai été avec beaucoup de femmes, mais j'ai été toujours très nul en drague, mais c'est parce que, comme les gens qui sont nuls en drague, mais qui ont les moyens intellectuels ou peut-être de mettre en place des moyens financiers, j'ai mis en place des mécanismes pour avoir de la quantité. Parfois de la qualité, mais beaucoup de quantité. Et jusqu'au jour où bon, j'ai un peu changé de stratégie, je me suis marié, et puis ça s'est beaucoup calmé. Mais je suis mauvais dans ce genre de conseils. Et donc, c'est intéressant de voir qui euh, peut être de très bons conseils, pas seulement pour draguer, parce que la drague, c'est pas intéressant. En fait, c'est pour vous transformer dans quelqu'un d'intéressant, et ça vaut pour une femme également, qui est capable de se poser la question, mais qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un que j'essaie de séduire? Et finalement, de changer, ou d'améliorer qui vous êtes. Parce que une des choses intéressantes dans l'amour, c'est que l'amour, quand vous êtes amoureux, vous en rendez compte, si vous n'êtes pas trop abruti. Bon, je sais, la plupart des gens sont quand même abrutis, et finalement, on voit que, hey, mademoiselle, c'est des nazes. Mais les gens bien, hein, les gens intéressants, en fait, lorsqu'ils apprécient quelqu'un, ils essaient de devenir une personne meilleure pour être appréciés de la personne qu'ils apprécient. Bref. Stéphane Edouard, c'est un sociologue. Je suis avec attention son blog et ses vidéos sur YouTube. Euh, il va vous aider dans cette transformation, dans ce parcours qui fera de vous une meilleure personne, professionnellement, psychologiquement, socialement, afin de voilà, trouver quelque chose de plus intéressant. Il avait écrit un livre précédent que je trouvais exceptionnel, qui se trouve plus, il faudra le rééditer. Il est pourtant vraiment un très très bon livre, probablement meilleur que celui-ci. Euh, je vais vous dire tout de suite, ce livre, il faut l'acheter, il est très intéressant, il va vous apprendre beaucoup. Mais il est très en dessous du potentiel de Stéphane Edouard. Je pense qu'il dit des choses dans ce que j'ai pu voir de ses séminaires et de ses vidéos en ligne qui sont bien meilleures que ce que vous trouvez dans ce livre. Pourtant, ce livre, c'est un bon condensé. Mais c'est très difficile pour moi de faire une critique de quelqu'un que j'apprécie et d'un livre que j'ai trouvé bien en vous disant aussi des choses négatives. Je dis rarement des choses négatives. Quand je ne parle pas de livres, je préfère ne pas parler de livres
que je n'aime pas. Et là, il me faut dire les deux, parce que, en fait, le livre est vraiment bien. Alors, le titre est naze, êtes-vous fait l'un pour l'autre, c'est pas du tout ce qui est intéressant dans le contenu. Alors oui, il y a deux, trois tests. Probablement, moi je veux dire, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que ce Stéphane Edouard a pondu un livre très bon, mais il était sous contrat avec les éditions, d'ailleurs, c'est aux éditions M6, donc c'est des nazes. Je veux dire, M6, c'est une télé de merde. C'est des nazes, c'est des gens de mauvaise qualité, ils sont nuls. Enfin, voilà, comme tous les journalistes de télé, c'est de la merde. Bon. Donc, bon, il travaillait chez eux, visiblement, enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, euh, il a dû faire un contrat avec eux et pour écrire ce livre. Donc, il a dû écrire un livre de très bonne qualité, et ces mecs ont dû décider le titre, qui est un titre naze. Ils ont dû choisir les illustrations qui sont à la fois de mauvaise qualité, je veux dire, l'illustrateur est médiocre, la mise en page, elle est merdique, les couleurs rose, rouge, enfin c'est un bouquin pour gonzesses, alors que ça intéresse plutôt les mecs. Euh, les filles, elles séduisent parce qu'elles sont belles, quand elles sont jeunes, ou les deux. Mais, et le reste du temps, elles lisent pas des livres, c'est beaucoup trop compliqué, ou certainement pas des livres qui disent la vérité. Elles vont peut-être lire des livres qui les caressent dans le sens du poil de la fouf. Mais jamais des livres qui vont lui dire la vérité, parce que la vérité, pour les femmes, elle est dure, elle est blessante. C'est que quand elles sont jeunes et belles, elles attirent tout le monde, et elles doivent savoir choisir très efficacement un excellent partenaire ou mari ou compagnon pour leur vie et pour leurs enfants. Si elles plantent les 10 premières années qui sont entre 16 et 26 ans, allez jusqu'à 30 ans, si elles plantent ces années-là, après elles sont moches et vieilles parce qu'elles sont en concurrence avec des plus jeunes et des plus belles, et avec plus de potentiel, et peut-être plus dociles. Donc, si elles ne sont pas capables de choper un bon mec, et elles vont pas le choper en baisant. Moi j'aime bien les filles qui baisent facilement, parce que c'est cool, je suis un mec, donc c'est beaucoup moins compliqué. Une nana qui au bout du premier rendez-vous, j'adore ça. Là, je me souviens, quand une nana couche avec toi le premier rendez-vous, tu te rends compte tout ce que tu économises en bouffe, en cadeaux, en conneries. Parce que nous, on est là pour ça, on est là pour filer de la matière. Alors les bonnes femmes, parce qu'elles travaillent, elles ont l'illusion d'être indépendantes économiquement, et si en plus elles cèdent à leurs instincts, parce qu'elles ont tout autant envie de baiser que nous, sauf que si elles se cèdent facilement, eh bien, elles vont baiser. Le mec qui a eu tout de suite ce qu'il veut, il va pas s'attacher beaucoup, à moins que ce soit un mort de faim. Mais en général, la nana qui baise, elle baise avec un mec qui est bien. Et le mec qui est bien, c'est pas un mort de faim. Donc, le mec, il va pas s'y attacher, il va la lourder, il va en choper une autre, et ainsi de suite. Et la nana qui continue jusqu'à 30, 35 ans, elle va tomber sur des mecs de moins en moins intéressants, parce que un mec de 40 ans, qu'est-ce qu'il en a à foutre d'une nana de 35? Il peut en niquer une de 25, surtout s'il a des moyens. Donc elle va tomber sur des mecs de moins en moins intéressants, de moins en moins friqués, et si en plus elle gagne sa vie, elle va finir à 40 ans sans gosse, et là, c'est fini. Alors vous allez me dire, c'est pas une nécessité de faire des enfants. Oui, mais enfin, aujourd'hui, il y a la Sécu, il y a de l'argent qui vient de l'État, etc., puis il y a des retraites. Mais quand il n'y a plus tout ça, et bientôt il n'y en aura plus, tu fais quoi à 45 ans sans gosse? Parce qu'après, tu auras 65 ans sans gosse, et après, tu auras 80 ans et sans gosse, et tu vas finir toute seule, mangée par ton chat, dans ton appartement, morte. Bref, une femme entre 16 et 25, 30 ans, elle a un job, c'est trouver un mec bien. Et pour le faire, elle doit retenir elle doit ne pas donner son corps facilement. Moins elle le donne facilement, surtout si elle est belle, plus elle va être difficile, et donc ce qui est difficile a de la valeur, ce qui est rare est précieux, et donc les mecs vont vouloir donner beaucoup, et vous savez ce qu'on dit, euh, une femme est prête à tout pour être aimée, y compris baiser, et un homme est prêt à tout pour baiser, y compris aimer. Et donc l'homme va, ça c'est moi, c'est pas ce que dit Stéphane Edouard, c'est moi qui vous fais toutes ces blabla. Genre j'y arrive au livre. Et tout ça pour dire que le marché de ce bouquin, c'est pas les femmes. Et donc une nana va trouver un homme qui sera prêt à donner sa vie pour elle, donc se lier à elle pendant 15, 20 ans, faire des enfants, etc., lui donner tout son fric, bosser pour elle, etc. Si elle a su le séduire, et c'est pas avec le cul qu'on séduit un mec, c'est avec la promesse. Et vous savez quoi, quand vous êtes marié, vous baisez vachement plus souvent que quand vous n'êtes pas marié. Enfin, quand vous êtes en couple, vous baisez vachement plus, en tout cas au début, mais c'est au début que vous faites les gosses. Et après, ben, si vous avez le moindre sens de la responsabilité, vous restez. Ce qui fait que les gens ils restent dans un mariage, c'est les enfants.
Sinon, au bout de 3 ans, on a plein de cul et on bouge sur un autre mec, une autre nana. C'est biologique, c'est chimique, etc. À moins qu'on ait un truc intellectuel incroyable. Mais enfin, voilà. Bref, tout ça pour dire, c'est pas un livre pour gonzesses, c'est un livre pour mecs. Parce que les mecs, nous, on comprend rien aux gonzesses. Nous, on voit des jolis culs, on voit des seins, on voit des jolis yeux, on est plus ou moins séduit, on voit un sourire, on a envie de la baiser, on fait des efforts, nanana. Mais en fait, on comprend rien aux gonzesses. Et on comprend encore moins bien ce qu'il faut faire pour leur plaire. Donc, c'est un livre pour mecs. Et un livre pour mecs, faut pas mettre ce genre d'illustration. C'est complètement naze. Je pense que les gens. Enfin, moi, mon métier, c'est le marketing à la base. Et j'ai toujours trouvé que le marketing dans les médias, c'est de la merde. Alors, ils mettent beaucoup d'argent, ils font beaucoup de pubs, mais c'est de la merde. Bref. Donc, c'est nul. C'est vraiment nul. Cela dit, donc désolé, monsieur Stéphane Edouard, mais je sais que c'est pas vous. Je sais que c'est pas vous qui avez choisi les dessins. Je sais que c'est pas vous qui avez choisi la même page. Vous vous êtes fait niquer comme tous les gens qui font des livres avec des grands éditeurs. J'en sais quelque chose. J'ai 4 best-sellers. Mais ils marchent parce que je suis chez un petit éditeur. Et parce que c'est mon contenu. Et qu'on a respecté, et qu'on a voulu tenir comme il est. Parce que moi, je sais ce qui marche. Et je sais que une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est parce que c'est vrai. Ou du moins, c'est sincère ce que j'écris. Ils vous ont saccagé votre livre. Cela dit, chers amis qui me regardez, c'est un livre qui est vachement bien, malgré tout ça. Et donc, je vous le conseille. En plus, il n'est pas cher, 13,50 €. Donc, ils ont dû, je sais pas. Comment. Alors, il est vachement bien. Et je dois dire encore un truc négatif. Il y a plein de tests. Ça aussi, c'est pour les gonzesses. C'est parce que c'est que des gonzesses qui bossent dans ces médias. C'est des gens incapables. Hein. La plupart des gonzesses ne savent pas travailler. Euh, oui, vous allez me dire, oui, mais moi je suis. Oui, mais dans vos métiers, on va dire du primaire ou du secondaire, vous êtes excellente aussi. Mais dans le tertiaire, surtout quand vous êtes entouré de gonzesses, il n'y a que du blabla et c'est de la merde. La preuve, c'est tous les médias, les journaux, c'est de la merde. Et même les mecs qui bossent dans ces médias, en fait, c'est des gonzesses aussi. Euh, c'est pas demain la veille qu'ils vont faire un article positif sur moi. Mais enfin, donc il y a des thèses, des machins, est-ce que vous êtes compatible, quelles sont vos caractéristiques, etc. Calculer votre pourcent de compatibilité, de machin. Ça, je pense qu'ils ont un peu forcé pour ajouter ça, parce que Stéphane Edouard est quelqu'un de beaucoup plus subtil que ce qu'il a. Bon, c'est bon pour le négatif. Maintenant, sur le côté positif, ce qui est vraiment bien, c'est euh, les détails du livre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer la bonne personne? Parce que ça, c'est par exemple le problème de la drague. Tu vois quelqu'un qui te plaît, tu essaies de le draguer, tu essaies de le séduire. Sauf que si cette personne, elle n'est pas bonne pour toi, elle n'est pas compatible pour toi, ok, t'as tiré un coup, 2 coups, 3 coups, ça peut assouvir certains profils psychologiques qui ont un besoin, qui ont un manque à combler. C'est le cas des grands dragueurs, hein, etc. De Casanova à Alain Soral, il y a un manque d'amour à combler. Et je critique pas dans le sens est-ce que c'est bien ou mal. C'est comme ça, il y a des gens comme ça, et ils trouvent des gonzesses qui gobent ça, et il y a des gonzesses qui ont un manque d'amour et qui sont des chasseuses, mangeuses d'hommes, etc. Il faut tout pour un monde, et ça, c'est des problèmes de psychologie fondamentale, d'éducation, de déclassement ou d'ambition. Enfin, il y a de suraffectivité féminine lorsqu'on était petit. Il y aurait beaucoup à dire en psychologie là-dedans. On va pas parler de ça, c'est pas non plus mon domaine d'expertise, mais je m'y intéresse. Euh, En revanche, les compatibilités voilà, psychologiques, de communication, même de physique, elles se travaillent et ce livre fait un excellent travail. Et je pense que euh, si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple, vous allez apprendre beaucoup sur comment devenir une meilleure personne pour plaire à l'autre. Donc, euh, excellent livre, malgré tout ce que j'ai dit. Donc, vous voyez, c'était un petit peu alambiqué, mais par honnêteté, je peux pas vous dire, ah, elle est géniale, la couve, les dessins, ils sont vachement bien. Mais j'ai appris des trucs, hein, et je précise, hein, je l'ai annoté. Je sais que Stéphane Edouard m'a fait le plaisir de commenter un de mes livres. Mais je veux dire, je l'ai noté, puis il y a des choses, oui, quand je mets un vu, comme ça, hein, c'est que le paragraphe est vachement bien. Et je vous assure, hein, j'en lis des livres. Et j'annote pas toujours les livres. Souvent, il me laisse indifférent. Et il y a quand même voilà, il y a des graphiques, voilà, ce qu'on voit bien. Voilà.
vachement bien. Il y a des trucs, voilà, j'ai trouvé des choses très importantes et qui vont au-delà de la simple séduction et désir et sexualité. C'est vraiment fin. Mais Stéphane Edouard est capable de faire 10 fois mieux. Et je sais qu'il va le faire dans d'autres livres lorsqu'il travaillera avec des éditeurs qui sont sérieux, alors qu'ils n'auront peut-être pas l'éclat médiatique. Mais enfin, je note qu'il s'est fait virer de M6. Ben, c'est normal. Stéphane Edouard est quelqu'un de beaucoup trop intelligent et de beaucoup trop pertinent et qui est beaucoup trop juste et dans le vrai pour bosser avec des gens comme M6. Enfin, bon, excellent livre. Êtes-vous fait l'un pour l'autre de Stéphane Edouard. Puisqu'on est dans le moment un peu festif, parlons d'un autre livre. Alors ça, en revanche, c'est des bons éditeurs. Ring, c'est des bons. Euh, Marceau, deux poids, deux mesures. Ce n'est pas comme les autres BD qui sont excellentes de Marceau, des recueils de planches avec un thème humoristique. Là, il y a une histoire de deux copines, dont une obèse. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, et d'autant plus que je suis légèrement en surpoids, de peut-être 20 kilos ou 30 kilos, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'aime, c'est qu'en fait, il faut se foutre de la gueule des gens qui ont des problèmes. Il faut se moquer des handicapés, des gros, des noirs. Plus on se moque, plus ça les aide à s'améliorer, et plus ça montre qu'on a de l'affection pour eux. Je pense que quand on n'a pas d'humour, on extermine les gens. Alors que quand on a de l'humour vers les gens, on les extermine pas. C'est pour ça que les blagues sur les juifs, sur les arabes, c'est plutôt bien. Parce que ça nous montre qu'on a une affection. Et aujourd'hui, on ne peut plus parce qu'on nous prépare à l'extermination. Je ne sais pas si c'est conscient, mais bref, inconsciemment, on va nous préparer l'extermination. Pour l'instant, on prépare l'extermination des Blancs, mais on verra bien. Les Blancs, en général, quand ils s'énervent, ils s'énervent. Bref, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit en revanche d'un livre avec une histoire, je vous la raconte pas, mais bref, c'est truculent, c'est rigolo comme dessin, c'est totalement politiquement incorrect, et rien que pour ça, je sais plus, je l'ai commandé sur Amazon, hein, celui-là. Ça vaut le prix que ça vaut, voilà, c'est pas comme Brom, Brom, ils étaient excellents. Donc, tout le monde en prend pour son grade, deux poids, deux mesures, deux morceaux, excellent, excellent livre, il n'y a pas de prix. Bon, bah, ça doit être gratuit. Vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez en ligne, vous le trouvez à la Fnac, vous le trouvez dans pas mal de livres. Alors, pour encore trois livres pour continuer et terminer. Alors, on va passer sur ces trois sujets complètement différents. Alors, simplement un livre que je trouvais pas mal. Les Hyperboréens face à l'Empire. Par Oleg de Normandie, qui est un blogueur et un youtubeur qui est d'ailleurs intéressant. Faut voir ses vidéos. Je pense qu'il a beaucoup à nous apprendre au niveau de la performance physique. C'est quelqu'un qui a, je pense, un très bon mental et une très bonne compétence physique. Alors, vous voyez, c'est pas moi qui vais donner des conseils physiques. Je suis en plein travail de ça. Je viens d'avoir 6 mois de merde avec beaucoup d'immobilisation. Enfin bref. Et quand je vois le mec ce qu'il est capable de faire, physiquement, c'est juste impressionnant. Mais là, on parle pas de physique, encore que ça en découle. Mais il va nous parler des origines des Européens. Des Européens, notamment des Celtes, des Vikings, des Européens du Nord, dont je fais partie. Mes ancêtres sont en partie Goths. Donc, voilà, du nord d'Italie, on a été colonisé d'abord par les Romains, on était Celtes, puis on a été colonisé par les Latins, mais les Latins du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'était des grands blonds yeux bleus. Puis ensuite, on a été colonisé par les Goths, donc les Lombards, qui étaient des peuples venus d'Allemagne et avant de Suède. Donc, voilà, donc moi les Vikings, ça m'intéresse un peu. Non pas que j'ai la moindre fierté de mes origines, je m'en fous. Hein, ce qui compte, c'est demain. Mais savoir d'où on vient nous permet de mieux nous diriger vers le futur, d'autant que justement dans une période où les Blancs, les Européens notamment, sont soumis à une invasion, à une colonisation étrangère, en plus venant de peuples de moins bonne qualité que nous, enfin objectivement, culturel surtout, mais génétique aussi, je n'ai rien à foutre si on n'a pas le droit de le dire, mais c'est clair, c'est clair que c'est de la moins bonne qualité. Alors on a beau essayer de nous abrutir et nous baisser également, mais à la fin, en tout cas par rapport à notre environnement, je précise,
Si j'habitais au Congo, c'est le pygmée qui serait de meilleure qualité que moi, parce qu'il est mieux adapté au Congo que moi. Mais en Europe, c'est nous qui avons la meilleure qualité adaptative et donc intrinsèque et objective, tant sur les capacités à survivre à long terme que de développer la technologie et un avenir meilleur et radieux. Point. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez vous faire foudre. Bon, tout ça pour revenir à cette approche où il y a deux angles que j'ai trouvé intéressants. Un angle historique, qui souvent m'interpelle, souvent il y a des choses qui me sont totalement... c'est la première fois que je dis des trucs comme ça. Alors j'irai voir des sources, hein, tout comme toujours, vérifier les informations soi-même, etc., sur nos ancêtres, les ancêtres des Romains, les ancêtres des peuples de Méditerranée par rapport aux peuples du Nord, etc. Vachement intéressant. Je ne sais pas si c'est tout vrai. En tout cas, il pose des hypothèses vraiment intéressantes. Et puis d'un autre côté, l'Empire. Et en fait, il va chercher, alors peut-être d'une manière très différente d'un Pierre Hillard, euh, peut-être plus romantique, mais en tout cas, il va chercher les sources de l'Empire comme étant cette puissance hégémonique qui, depuis toujours, essaye de dominer les peuples. Et ça, c'est indéniable que chaque population qui a du succès a cette tendance, et parfois va avec vigueur dans cette tendance, à essayer de dominer le reste du monde, en commençant par ses voisins, puis ensuite des contrées de plus en plus éloignées, voire le monde entier. Et évidemment, il critique cela parce que c'est vrai, les peuples européens originels, c'était des peuples qui aimaient la liberté. Quand vous viviez dans une forêt ou dans le froid, vous aimez votre liberté, mais vous savez aussi travailler ensemble, euh, mais vous n'avez pas de dieu vengeur, méchant, et jaloux, qui vous oblige à vous prosterner et à vous soumettre, et donc qui mettent en place des civilisations euh, à tendance tyrannique, impériale et contraire à la liberté. Ça, je pense il y a qu'un seul peuple au monde qui aime la liberté. Ce sont les peuples de l'hémisphère nord et qui ont évolué dans des environnements de forêt et de froid. Il y a les Américains d'Amérique du Nord qui avaient ces tendances de liberté, et il y a les Européens, et il y a les Mongols, on peut dire ça comme ça, les peuples des steppes nordiques, asiatiques. Mais les autres peuples, alors il y a peut-être des peuples dans les tropiques, mais c'est encore différent. Mais ensuite, il y a d'autres populations où c'est pas du tout dans cette approche-là. Donc voilà, l'Empire, fondamentalement, il nous vient du Moyen-Orient. Le, le, je pense que les peuples africains aussi apprécient la liberté. C'est d'ailleurs une des choses que j'apprécie beaucoup chez les Africains, c'est ce côté de vivre au jour le jour, mais libre. Le côté jour le jour, c'est pas mon truc, c'est normal, je suis un Européen. Moi, c'est le futur. Mais le côté de vivre libre fait que j'ai déjà un gros point commun avec les populations africaines. Alors que c'est vrai que autant je peux apprécier individuellement les gens du Moyen-Orient, euh, il y a quand même un côté soumission, il y a quand même un côté obéissance, il y a quand même un côté tyrannique, tant en tant que soumis que en tant que vouloir soumettre les autres. Ça, c'est pas particulièrement insupportable. Mais enfin bref, donc, mais ils peuvent faire ça chez eux, il n'y a pas de problème, mais qu'ils viennent pas chez nous. Et bref, vous allez apprendre pas mal de choses sur les hyperboréens, sur le Thulé, sur il y a plein de choses que je connaissais pas. Je sais pas si c'est vrai, à vérifier. Mais en tout cas, c'est un livre intéressant. Donc, les hyperboréens face à l'Empire, Oleg de Normandie. C'est plus léger que Pierre Hillard. C'est moins documenté aussi. Mais c'est un livre qui complète et qui peut-être peut aller en tandem. Donc, pas mal. Passons à un autre livre. En fait, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais peut-être que je l'ai fait par écrit. Mais si c'est pas le cas, je vous le refais. Étoile Noire, l'Étoile Noire de Paul Orighitti. Alors, ça n'a rien à voir avec Star Wars. C'est une histoire d'un Français qui a une âme d'aventurier au cœur de la Russie dans les années 90 et 2000, et encore aujourd'hui. C'est un livre qui est un excellent livre pour vous relaxer, pour vous divertir, mais pour celui qui connaît un tout petit peu la Russie, ce qui est mon cas, et aussi les pays de l'Est, etc., vous sentez que vous avez un amoureux de l'âme russe et des Russes et de la population russe. C'est aussi une population et un peuple qui me fascine de plus en plus. Je pense qu'à l'avenir, je ferai beaucoup plus de choses en Russie.
Et donc, avoir lu ce livre, c'est vraiment très très intéressant. Alors, je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que ça vous ferait trop spoiler et ça. Alors là aussi, j'ai deux, trois annotations. Mais il touche à la mafia, aux mafias russes, au, je me souviens plus le titre. Il touche au mercenariat. Il a fait garde du corps, il a fait mercenaire, il a travaillé pour des riches oligarques russes qui avaient besoin de protection et de sécurité. Et autour de cela, il y a toute une vie entre des femmes magnifiques, des courses avec des grosses cylindrées, tant à deux roues qu'à quatre roues, une visite au Donbass. Il y a toutes sortes de petites aventures qui se greffent autour de ce métier voilà, d'aventure dans la Russie moderne, qui est à la fois très moderne et à la fois très rustique. Mais c'est aussi le charme de l'âme russe. Donc j'ai trouvé que ce livre, si vous êtes un amoureux de la Russie, si vous vous intéressez à la Russie, ce livre est un très beau témoignage. En plus, il est très bien écrit. Je pense qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui a une bonne éducation classique à la base, ce qui est toujours bien, une bonne éducation littéraire. Et voilà, un peu en tangent entre le monde légal et le monde illégal, j'aime bien. C'est comme ça qu'il faut vivre. Il ne faut pas vivre totalement dans le conformisme. Donc, je vous le conseille, édition Artaud, 19,90 €. Très bon livre, Paul-Henri Guittier, L'Étoile Noire. Un livre d'un journaliste suisse de qualité, bien que de gauche, mais enfin bon, voilà, ça arrive. Georges Pop, si tu me vois, Calimera, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment sympa. Les Français ne sont pas suisses, donc un livre, voilà, où là, d'ailleurs, étrangement, édition Espace et Horizon, l'illustration est bien. Il n'y en a pas d'autres dans le livre parce qu'il n'y en a pas besoin. Euh, Beaucoup d'entre vous, Français, lisez mes livres et me dites, mais j'aimerais bien venir vivre en Suisse chez toi. Vous êtes les bienvenus si vous trouvez un travail et si vous contribuez au pays plus que vous n'allez coûter. C'est aussi simple que ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de pays qui sont un peu les trous du cul du monde, qui sont en train d'arriver en ce moment, où eux, ils ne contribueront jamais rien. Jamais, jamais, jamais rien. Et malheureusement, nous les accueillons, alors qu'il faudrait fermer les frontières, et plus encore, si vous suivez ce que je veux dire, par rapport à eux. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, si vous êtes français et vous venez en Suisse, en fait, vous allez, et tous les Français qui viennent en Suisse me le disent, et je pense que Georges Pop s'en est rendu compte également, vous arrivez avec des idées reçues sur la Suisse, mais aussi des idées reçues sur votre potentiel en tant que Français. C'est un peu comme les Anglais et les Américains. Les Anglais pensent être largement supérieurs aux Américains parce qu'ils parlent mieux l'anglais. Grave erreur. Et c'est un peu ça pour les Français. Les Français, ils parlent bien français, ils parlent vite. Ils se croient intelligents et malins. Et ils viennent en Suisse et ils se font en général latter. Alors, s'ils sont humbles et ils font ce qu'il faut, ils peuvent réussir très très bien. Mais s'ils arrivent avec des gros sabots, moi j'en ai eu pas mal de gens qui bossaient dans des boîtes où je bossais, qui arrivaient en disant ouais, laté. Donc, euh, toute la différence entre la France et la Suisse, tout ce qu'il faut savoir sur la Suisse pour un Français est dans ce livre. Il vaut la peine, je vous le conseille. Il est excellent et facile à lire, il est très drôle, il y a beaucoup d'humour. Euh, et voilà, audition KB Dita. Et voilà, j'ai une petite dédicace. Vraiment, vraiment très très bon livre, très drôle. Il vous parle de la différence entre la manière dont les Suisses voient l'argent par rapport aux Français, la manière dont les Suisses voient la... D'ailleurs, c'est un très bon éditeur, d'ailleurs, Kabedita. Je vois d'autres livres que j'ai lus d'eux. Voilà, je ne connaissais pas comme ça, mais voilà, très bon éditeur. Et voilà, quelle est la différence entre la manière de faire de l'humour, la manière de voir la nourriture, la manière de voir les relations sociales, la manière de voir une certaine forme de modestie, le fait de cacher sa réussite ou son argent. Euh, euh, Très bon livre. Les Français ne sont pas des Suisses et
Les Suisses ne sont pas des Français, mais nous sommes voisins et j'aimerais bien que la France s'en sorte mieux. Mais enfin, nous verrons. Voilà, donc c'était les livres de la saison. Donc comme je disais, c'est plutôt des livres légers, néanmoins utiles. Et moi, je suis très en retard sur l'écriture de mes prochains livres. Pourtant, ils sont dans ma tête. J'ai besoin de les sortir. C'est un travail, vous savez, lorsque vous êtes écrivain, en tout cas pour mon cas, vous avez des idées. Ensuite, il y a une phase de documentation qui peut être très longue, hein. Mon premier bouquin, il a mis 6 ans à être en gestation, à réfléchir dans ma tête. La documentation, elle peut être immense, hein. Ça peut être toute une vie, ça peut être aussi très rapide, mais ça peut être toute une vie. Et il arrive un moment où le livre, pour moi, voilà, il se cristallise dans ma tête, et ensuite il faut l'écrire. Alors, ensuite, il faut trouver le style, il faut relire, refaire, changer les phrases. Parfois, il y a des chapitres qui se changent, parfois bref. Mais enfin, une fois qu'il est dans la tête, il devient une forme de... Comment dire? Il prend de la place comme un cancer qui grandit. Comme on sait, il y a des gens qui ont des cancers cérébraux. Alors, je connais une fille sur Tours, je la salue, c'est quelqu'un de vraiment très bien, une fille adorable. Elle avait un cancer qui grandissait, grandissait, grandissait. Et alors à ce moment-là, évidemment, il faut ouvrir, sortir, et en espérant qu'il ne revienne plus. Donc ces tumeurs. Eh bien, le livre, c'est un peu ça. Il prend une place dans le cerveau, il prend tout votre temps. Vous êtes à table, vous réfléchissez, vous êtes en train de changer la couche du gamin, vous y réfléchissez, etc. Et ça vous bouffe la vie, ça vous bouffe votre esprit, vous ne pouvez plus réfléchir à autre chose. Et tant que vous ne l'avez pas couché sur le papier, tant que vous ne l'avez pas sorti, il est là. Et moi, j'ai cette particularité, une fois que le livre est sorti, il est sorti, j'oublie, parce que c'est devenu une référence, c'est devenu un livre que je peux consulter, et je vous assure, et parfois je rencontre des lecteurs qui me disent: Ah, mais tu sais, dans Survivre à l'effondrement économique, ou dans NRBC, ton dernier, tu as écrit ça, ça et ça. Et en fait, je leur dis: Ah oui, bon. Puis en fait, j'ai complètement oublié ce que j'écris. Parce que il est sorti de ma tête. Alors, si c'est des choses que je fais personnellement au quotidien, évidemment, je m'en souviens très très bien. Mais ce sont des choses un petit peu plus techniques ou qui correspondent à ce qu'il faudrait faire, mais qui n'est pas mon cas particulier à moi, donc je ne le fais pas. C'est oublié. Enfin, je veux dire, je l'ai sorti, il est dans un livre. Je sais que si un jour j'ai besoin de cette information sur cette technique, je peux y retourner et le retrouver. Mais je l'oublie. Parce que ça libère mon esprit pour passer aux choses suivantes, pour passer à ma femme, apprendre à faire du tir à l'arc, à autre chose, enfin, d'autres choses dans la vie. Et là, j'ai pris 6 mois de retard pour des raisons personnelles, voilà, c'est comme ça, la vie ne va pas toujours comme on veut. Et, euh, et donc, j'ai un livre que je dois sortir là depuis déjà un an, enfin, que je dois mettre par écrit pratiquement depuis un an, et je suis super en retard. Et simultanément, j'ai les suivants que je suis en train de documenter, parce que j'ai quand même du temps pour lire. Il y a des moments dans ma journée où je ne peux rien faire d'autre que de lire. Pas parce que c'est parce que c'est physiquement impossible de faire autre chose. Par exemple, je fais du vélo, plutôt que, alors il y a des fois où j'aime bien sortir, mais quand il pleut, ça me gonfle, ça me fait chier, donc j'ai un vélo d'appartement, et je fais mon vélo, et je fais pour une heure et demie, et à ce moment-là, je prends un bouquin, je lis. Et, euh, et donc, ça s'accumule. Donc, mais il y a un deuxième livre, qui en a un deuxième, voilà, un deuxième cancer, un deuxième truc qui est en train de croître, qui est en train de grandir, parce que c'est mes livres suivants. Et ça commence à faire beaucoup de trucs. Donc je suis en retard. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est les vacances, euh, on se débrouille. Allez, bonne lecture, bon été, et profitez toujours de l'été, on ne sait jamais si c'est le dernier. Et préparez-vous. À bientôt.